Content, heureux de vous retrouver cet après-midi. Bienvenue à tous sur For You Télévision dans le cadre de cette nouvelle production de la semaine de prolongation football. On parle exclusivement football, mais on parlera surtout de la Fédération camerounaise de football en première partie de cette émission. Nous reviendrons sur la décision rendue donc publique par le TAS en milieu de semaine dernière. Le tribunal arbitral du sport qui donne donc définitivement raison à Samuel Eto'o. On reviendra bien sûr sur cette actualité. Actualité oblige également, nous ferons un petit break du côté bien sûr de Douala pour parler justement de la session ordinaire de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT tenue le 27 août dernier. C'était samedi du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. On parle de 17 résolutions qui ont été prises au total. Parmi d'ailleurs les résolutions, on parle surtout de la révocation de Guibal Gataba, de l'exécutif donc de la Fédération camerounaise de football. On parlait entre autres également de la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun, sans toutefois oublier la révision à la hausse de la durée du mandat du président de la Fédération camerounaise de football. Nous reviendrons également sur ces principales résolutions donc prises à l'issue de cette session ordinaire de l'Assemblée Générale de la FECAFOOT tenue à Douala le 27 août dernier. Nous parlerons mercato, nous parlerons de deux internationaux ivoiriens qui se sont engagés avec deux clubs français. On parle notamment d'un côté d'Eric Bailly qui a signé du côté de l'OM, l'Olympique de Marseille, et de l'autre côté nous reviendrons sur Nicolas Pepe qui fait également son comeback en Ligue 1 française. Il a signé du côté de l'OGC. On parle d'un prêt sans option d'achat donc pour Nicolas Pepe. Comment terminer cette émission sans dire un mot de la coupe aux grandes oreilles. La Ligue des Champions qui est donc de retour, ou du moins qu'il sera le 6 septembre prochain, avec bien sûr la cérémonie de tirage au sort qui a donc livré son verdict. De très très belles affiches nous attendent. Il y a ce groupe de la mort, le groupe C, le groupe du Barça, le groupe de l'Inter, le groupe du Bayern de Munich. Nous aurons également un mot sur ces différents donc groupes de la Ligue des Champions version 2022-2023. Voilà donc ce qui constitue en gros le menu de votre production de cet après-midi. On prend une transition juste derrière, je vous présente le panel. Ils sont deux en présentiel, oui, ils sont là, nos consultants permanents d'ailleurs de cette émission. D'un côté, cet après-midi, Loïc et Loïc Foka, bon après-midi. Bon après-midi Baudelaire, bon après-midi à tous les téléspectateurs de For You Media. Bon après-midi Achille, c'est un plaisir de te retrouver ici sur ce plateau, comme chaque lundi. Ah, tu étais tellement impatient de présenter Achille. On va également le souhaiter la bienvenue Achille, bon après-midi. Bon après-midi Loïc, bon après-midi à Baudelaire et à tous vos téléspectateurs. Voilà les gars, sont là une fois de plus cet après-midi. Je revenais tout à l'heure sur la session ordinaire de l'Assemblée Générale de la Fédération camerounaise de football tenue donc du côté de Douala. C'était le 27 août dernier. Parmi bien sûr les résolutions qui ont été prises, en parlant entre autres, peut-être avec toi Loïc, d'entrée de la dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun. On le sait depuis quelque temps, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, était en froid avec le président de la LFPC, le général Pierre Sebengui. On va dire quoi? Il fallait peut-être s'y attendre. Suite bien sûr à cette décision prise par le président de la Fédération camerounaise de football et bien sûr les membres de son comité exécutif. Oui, c'est une décision qui n'est pas surprenante. Déjà parce qu'il faut le rappeler, Samuel Eto'o, dès son accession à la Fédération camerounaise de football, il a manifesté son envie de résoudre tous ces problèmes administratifs, tous les problèmes qui minaient le football camerounais. Et tous ces problèmes n'étaient pas seulement des problèmes sportifs, ça se jouait aussi au niveau de l'organisation, du board, de toutes les parties prenantes, tout ce qui est entré en jeu dans la prise de décision de ce championnat. On a vu qu'avec la Ligue de football professionnel, il y a eu beaucoup de décisions qui ont freiné le début des championnats. On a vu qu'il y a eu des décisions qui ne favorisaient pas que le football prenne le dessus, alors que normalement c'est un sport et le critère sportif devait être mis en avant. Et aujourd'hui, cette décision n'est pas du tout surprenante. Et je pense que ce feuilleton sera encore long parce que je pense qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense qu'il y aura des ripostes ou bien des contestations compte tenu de la nature des relations entre Pierre Sebengui
et Samuel Eto'o. Donc je pense que ce sera un feuilleton qu'il faudra suivre avec beaucoup d'attention et voir ce qui va se passer par la suite. Et voir ce qui va se passer par la suite. Achille, on l'a vécu durant la saison sportive du côté du Cameroun. Eto'o, dès sa prise de fonction, avait affiché clairement sa volonté de réconcilier la famille football. Et pour ce faire, il avait ramené aux affaires le général Pierre Sémégué, qui avait été suspendu par l'ancien exécutif en place à la Fédération camerounaise de football, chapeauté par Seydou Bobo Djoya. Eto'o a donc décidé de ramener aux affaires le général Pierre Sémégué, mais par la suite, il y a un imbroglio qui est né notamment dans le management. Eto'o avait nommé un secrétaire général au sein de la LFPC. Le dit secrétaire général a été remercié, licencié par le général Pierre Sémégué, qui à son tour a nommé un autre secrétaire général. Du coup, on se retrouvait avec une LFPC qui avait 2 secrétaires généraux. On va dire quoi? Eto'o a été victime de sa magnanimité, ou alors il a simplement fait face à l'ego surdimensionné, ou du moins à la personnalité du général Pierre Sémégué. Pour ma part, je trouve que le président Samuel Eto'o est dans sa logique. Sa logique, c'était de rassembler tous les acteurs du football autour d'un seul but, c'est-à-dire le retour sur les stades qu'il doit prôner. Mais on s'est rendu compte qu'il a voulu ramener le général Sémégué avec la LFPC pour que il fasse pour une meilleure organisation du championnat camerounais. Mais on s'est rendu compte que ça ne donnait pas entre eux, puisque, comme vous l'avez si bien dit, Eto'o a nommé un secrétaire, le général l'a limogé, il a nommé sa part de secrétaire. Vous voyez que ça commençait à aller dans tous les sens, et ça ne pouvait pas... Il ne pouvait pas avoir une collaboration franche entre les deux parties. Donc, lorsqu'il n'y a pas de collaboration franche entre les deux parties, pour ma part, l'idéal serait de se séparer. Donc, moi, je trouve ça comme une décision salutaire, dans le sens où ça va nous épargner souvent des renversements. Eto'o enlève une épine de sa chaussure, ou alors... je ne sais pas trop comment il faudrait interpréter cette décision prise par les membres du comité exécutif de l'Africa Foot. Comme je le disais, déjà, on veut que tous les partis regardent dans la même direction. Donc, on se rend compte que l'Africa Foot et la LFPC étaient dans des sens opposés, bien ils avaient des chemins différents, des chemins divergents. Donc, pour ma part, au lieu d'avoir constamment des conflits, vaut mieux se séparer de cette manière. Faut mieux donc se séparer de cette manière. On vous parle bien sûr de ces résolutions d'ailleurs que vous avez devant votre petit écran pour vous que je suivez en relais sur la télévision, For You Télévision, pour vous bien sûr qui nous suivez également via nos différentes plateformes Facebook, YouTube. Vous avez d'ailleurs ce communiqué final donc qui a été rendu public à l'issue de la session ordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Une autre résolution également prise, Loïc, c'est celle qui concerne la révision à la hausse du mandat, de la durée du mandat du président de la Fédération camerounaise de football. Selon d'ailleurs certaines indiscrétions, on parle d'un passage de 4 à 7 ans. Avec cette mesure-là, Eto'o voudrait peut-être nous faire croire, ou du moins comprendre, que les projets qu'il a pour la Fédération camerounaise de football, il ne peut pas peut-être tous les réaliser en 4 ans, qu'il faudra plus de temps. Oui, c'est clair, le message il est clair. Il n'est pas possible aujourd'hui de réaliser dans son agenda en 4 ans. Maintenant, je reste un peu sceptique face à cette décision, parce que ça intervient à un moment où on a un individu qui prend la tête d'une fédération et une fois à son accession, il change les règles du jeu. Pour moi, ça pose un petit problème. Oui, c'est Samuel Eto'o. Oui, jusqu'à présent, le bilan il est élogieux. Oui, jusqu'ici, on voit que Samuel Eto'o se donne, se met à l'œuvre pour effectivement ramener le football, pour redonner au football camerounais sa grandeur. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il est judicieux? Est-ce que ce n'est pas, par exemple, maladroit pour un individu, une fois qu'il a accédé à cette fonction, de vouloir modifier le mandat? Là, on a l'impression qu'il veut s'éterniser à ce poste. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. Oui, 4 ans, c'est pas suffisant, mais je pense que le mandat, il est renouvelable. Donc, il peut disposer d'une période de 8 ans où il peut effectivement mettre en place ce dont il a envie de voir au sein de ce football camerounais. Donc pour moi, ça reste une décision qui est assez étrange, et il faut aussi s'interroger sur la nature
je vais dire, de son successeur. Parce que oui, Samuel Eto'o ne sera pas à la tête de la fédération toute sa vie. Il y aura un après Samuel Eto'o. Et si, par exemple, ce mandat passe à 7 ans et que celui qui le suit n'est pas à la hauteur, se lance dans des pratiques aussi, voilà, des pratiques qui ternissent l'image du football camerounais, ça va durer 7 ans. Donc je pense que c'est une décision qui, à mon avis, interroge aussi sur le caractère, par exemple, dictatorial de cette accession au pouvoir. Oui, parce que oui, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Eto'o a été quand même élu à l'unanimité. Je suis d'accord. On a suivi d'ailleurs le processus électoral au sein de la Fédération camerounaise de football. Cette volonté aujourd'hui de revoir à la hausse, beaucoup s'abusent à dire que peut-être les fruits pour l'instant sont du moins probants, parce qu'on le dit, en 8 mois déjà, Eto'o a réalisé pas mal de choses que beaucoup n'ont pas réussi à faire en plusieurs années, et il y a forcément de très très bonnes promesses d'avenir qui... Exactement, je suis d'accord. Je pense aujourd'hui que dans ce pays, Eto'o est à sa place. Dans cette fédération camerounaise de football, il est à sa place. Je pense que c'est la personne qu'il fallait à ce moment pour redonner à ce football camerounais un second souffle. Mon inquiétude reste cependant dans la démarche, dans ce qui est fait actuellement. Parce qu'il accède à la tête de cette fédération il y a 8 mois et il essaie de changer maintenant la durée du mandat. Ça reste quelque chose qui pose question. On a l'impression qu'il veut s'éterniser. Sauf que les problèmes de cette FECAFOOT viennent aussi, disons, les problèmes sont aussi d'ordre administratif. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le sportif, il n'y a pas que au football que ça se joue. Il y a aussi sur le plan administratif. Donc, si sur ce plan-là, on est incapable de garantir une certaine, la transition, parce que ça aussi, ça a été l'un des problèmes relevés. On a eu des périodes où, durant les élections de cette FECAFOOT, il y a des candidats qui ne voulaient pas, ou bien qui ont avoué publiquement avoir versé de l'argent pour être... derrière un tel candidat ou derrière un tel autre. Je veux dire qu'il y a ce problème aussi de transition, et il est important aujourd'hui que sur le plan sportif, sur le plan administratif, la gestion du football camerounais soit la plus transparente possible. Et cette pratique de timing, il accède à la tête de cette FECAFOOT, et quelques mois plus tard, il y a une sorte, on essaie de modifier par exemple la durée du mandat. Maintenant, il faudra se poser une seconde question. Cette modification sera effective durant ce mandat ou bien durant le mandat prochain? Ça encore, ça reste un problème. Et je pense que il faudrait mieux éviter toute polémique à ce stade. Le principe juridique qui stipule d'habitude que voilà, la loi ne devrait pas être du moins rétroactive. Je ne sais pas trop, c'est un terme juridique qui est souvent utilisé par les juristes, mais on va également scruter cette histoire-là de très près. Et oui, Achille, tu voulais dire un mot sur la question. Pour ajouter quelque chose à ce que disait Loïc, je crois avoir lu dans ces résolutions que c'est en étude. Donc j'ose croire que j'ose croire que c'est un projet de révision. Voilà, j'ose croire que le retour de certaines réactions vont amener l'entourage du président Samuel Eto'o ou bien les membres de la FECAFOOT, l'AG, va les amener à se raviser par rapport à cela, parce que vraiment ça sera une opinion. Si tu ne sembles pas emballé par cette idée de vouloir impérativement peut-être revoir à la hausse la durée du mandat du président de la FECAFOOT. Bien sûr, comme le disait Loïc, ça va être une tache noire dans le bilan du président Samuel Eto'o, parce que sur cette action, on voit là clairement quelqu'un qui a les ambitions un peu de dictateur, tout ça. Et les Camerounais sont très sceptiques par rapport à ce genre de non, mais je voudrais pas être très sévère. Je pense qu'aujourd'hui, il abat Samuel Eto'o. Il abat un travail extraordinaire à la tête de cette fédération. Jusqu'ici, le bilan, il est honorable, il est plus qu'honorable. Mais, je le dis encore, il ne faudrait pas entamer des manœuvres qui viendraient créer d'autres problèmes à l'avenir et qui viendraient,
le stopper dans sa mission parce que les objectifs clairement sont ailleurs. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui comme, je vais le dire comme ça, des éléments qui forcément viendraient ternir l'image ou du moins stopper Samuel Eto'o dans son élan? Certains forcément y voient d'autres éléments de motivation parce qu'on vous parle d'un bilan quand même en 8 mois qui est jusqu'ici positif. Je ne suis pas défenseur de Samuel Eto'o, mais je voudrais que concrètement sur le terrain, Achille Eto'o en 8 mois a fait quand même de très bonnes choses, la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a réussi à organiser un championnat dans des conditions un peu difficiles en livrant bien sûr les différents représentants du Cameroun pour les différentes coupes africaines. Il a organisé la Coupe du Cameroun, on a vu les subventions accordées aux différents clubs. Même dans la diversité, Eto'o s'est illustré avec bien sûr ce côté managérial impeccable. Est-ce qu'on ne peut pas aussi voir, je veux le dire comme ça, la volonté de Samuel Eto'o aujourd'hui clairement de vouloir mener à bien les missions qui lui sont assignées et de dire clairement qu'en 4 ans, forcément peut-être, il ne pourra pas le faire et qu'il lui faut plus de temps? Dire que le bilan de Samuel Eto'o n'est pas positif, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Son bilan est clairement louangeux. Donc, je pense, comme le disait Loïc, en 4 ans, c'est vrai, un mandat de 4 ans, c'est court pour mener à bien tous les projets. Parce qu'il y a des projets de construction de stade, il y a surtout le vaste chantier, celui de redonner au football camerounais toute sa grandeur, qui était d'ailleurs le slogan de campagne. Bien sûr, bien sûr. Je disais tantôt que son bilan est louangeux. Oui. On ne peut pas le nier. Mais je pense également qu'en 8 ans, en fait, sur 8 ans, le président peut quand même faire 80 ans parce qu'on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on a promis lors d'une campagne. Donc, on ne peut pas réaliser tout ce qu'on a promis lors d'une campagne. Mais ça servait de... Je pense que s'il a un agenda pour sa campagne, c'est parce qu'il estime qu'il est nécessaire en ce temps-là de pouvoir mettre en place. Maintenant, si durant le mandat, il ne remplit pas son cahier de charge, il y a un problème. Je veux dire qu'il a échoué ou bien il nous a menti. Donc dire aujourd'hui que on ne peut pas toujours remplir ce qu'on a écrit dans le cahier de charge. Il peut ne pas aller au bout de tous ces projets, mais si on va au moins à 90%, ça sera superbe. Le football camerounais sort de loin. On sort du plus profond de tout. Donc si le président Eto'o en 2 mandats, en fait sur 8 ans, il parvient à réaliser 90% de ce qu'il nous a promis lors de sa campagne, on ne va pas lui en vouloir. Non. On ne va pas lui en vouloir. Il va rester dans l'histoire. Mais monsieur, je pense que si on reste sur le sujet, on va forcément s'éterniser en ayant bien sûr à l'esprit qu'il ne s'agit pas du sujet majeur inscrit d'ailleurs à l'ordre du jour. C'est parce que l'actualité nous oblige d'ailleurs à revenir sur ces différentes résolutions prises donc à l'occasion de la session ordinaire de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football tenue le 27 août dernier. Messieurs, on démarre donc avec officiellement la première thématique inscrite à l'ordre du jour cet après-midi. Il s'agit bien sûr de la décision rendue publique en milieu de semaine par le tribunal arbitral du sport qui a donc définitivement donné raison à Samuel Eto'o. Qu'en est-il réellement? Que s'est-il passé du côté de la Suisse? Begoudé Madone s'est penché sur ces différentes interrogations. Voici son élément. Ce dernier numéro de prolongation du mois d'août 2022 terminons en beauté avec cette toute bonne nouvelle qui nous vient de la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport a mis un terme potentiellement définitif à une bataille juridique qui mine le football camerounais depuis le début de la décennie 2010. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021, a vu la cour arbitrale lui donner raison contre ceux qui contestaient son élection sur la base du vieux contentieux local portant sur la composition de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT. Malgré ce verdict favorable à Samuel Eto'o et à son exécutif, la partie adverse ne désarme pas pour autant. Son mandataire, Abdourahmane Amadou, a annoncé qu'il allait faire appel de la décision du TAS, tribunal arbitral du sport, et épuiser les voies de recours disponibles. Alors, messieurs les experts, faut-il s'inquiéter? C'est à vous d'y répondre. Merci à Begoudé Madone pour cet élément autour bien sûr de la décision rendue par le tribunal arbitral du sport. Tout d'abord, Achille Sac, on a tous eu connaissance d'ailleurs de cette décision qui a été prise. On s'est rendu tout de suite compte
que les prédécesseurs de Samuel Eto'o à la tête de la Fédé n'avaient pas connu le même sort. On parle bien sûr de Tombi Aroko Sidiki ou encore de Seydou Bobo Djoya, parce que leur élection respective avait été annulée par le même tribunal arbitral du sport. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut se réjouir de cette décision qui est rendue en la faveur de Samuel Eto'o? Bien sûr, il faut se réjouir. Ça, c'est une grosse épine que Samuel Eto'o enlève de son pied. On sait tous que cette assemblée générale de 2009 mandatée par M. Abdourahmane a été très terrible pour les prédécesseurs de Samuel Eto'o. Cet AG a toujours eu raison auprès du tribunal arbitral du sport, auprès de ceux-ci. Maintenant, on sait tous que lorsque M. Samuel Eto'o a déposé sa candidature, s'est déclaré candidat pour les élections à la tête de la FECAFOOT. Une de ses missions principales, c'était de rassembler tous les acteurs du football camerounais autour d'un même but, c'est-à-dire le retour sur les stades. Donc, dans cet élan de réconciliation, on a vu M. Samuel Eto'o qui est allé vers l'âge de 2009. Oui. L'âge de 2009 qui a signé un accord avec les membres de l'Assemblée générale pour retirer la plainte qui avait été déposée auprès du TAS pour annuler les élections, parce que selon M. Eto'o, l'élément le plus important était le retour dans les stades. Mais il s'est avéré que certains membres, dont je pense 17 membres, 17 membres mandatés par M. Abdourahmane, a décidé de ne pas retirer la plainte, d'annuler la procédure qui avait été engagée par les autres membres de la FECAFOOT. Donc, cette décision vraiment vient réjouir en fait tous les Camerounais, parce que au-delà de tout ce qui est autour, l'essentiel c'est le retour sur les stades. Et on s'est rendu compte que avec M. Samuel Eto'o sur les stades, en tant que président de la FECAFOOT, il y a beaucoup de lignes qui ont bougé. Donc tout le monde est fier de savoir que M. Eto'o a été confronté à son siège, parce que il y a des meilleures choses ou bien des plus belles choses qui arrivent pour le football camerounais. Enfin, forcément de belles choses en perspective. Le football camerounais, ces dernières années, Loïc, c'est beaucoup plus disputé dans les tribunaux. On parlait de ces décisions de temps en temps, ces procédures engagées contre la Fédération camerounaise de football, ou alors contre les présidents d'ailleurs qui étaient à la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait se réjouir de savoir qu'enfin on sort des tribunaux pour les stades de foot? Oui, bien évidemment, c'est une décision qu'il faut d'abord saluer, parce qu'aujourd'hui on peut se recentrer sur ce qui est très important, c'est-à-dire jouer au football. Vous savez, cette histoire, cette affaire a duré pendant 12 ans, 13 ans. On voit que quand même, on voit que ça fait un bon nombre d'années. Ça fait un bon nombre d'années que dans les tribunaux, cette histoire est en cours. Cette histoire a vu passer plus de 2 présidents, environ 3 présidents. Donc aujourd'hui, cette histoire, pour moi, marque le début d'une nouvelle ère. Véritablement, aujourd'hui, la FECAFOOT peut se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le football. Parce qu'aujourd'hui, quand le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a débarqué dans son discours à plusieurs reprises, il a dit il est là pour... il y a des personnes tapis dans l'ombre qui mettent les bâtons dans les roues afin que lui ne puisse pas faire son travail convenablement. Et quand on parle de bâtons dans les roues, on parle notamment de ces problèmes administratifs et tous ceux qui, au niveau des procédures, font tout afin que, le centre ne revienne pas au terrain. Donc aujourd'hui, en fonction des progrès qui ont été réalisés au sein de cette fédération, aussi au niveau du football local, on est vraiment content de se dire enfin on peut vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel, le football, et entrevoir de meilleurs jours pour cette fédération camerounaise de football. On se voit de meilleurs jours pour la fédération camerounaise de football. Les propos de Loïc Foka au sujet d'ailleurs de cette décision rendue publique donc par le tribunal arbitral du sport. Mais hormis
permis quand même la volonté de Samuel Eto'o, Achille, de rencontrer les membres de l'AG de 2009. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont milité en la faveur de Samuel Eto'o pour que le tribunal arbitral du sport prenne cette décision-là? Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui auraient aujourd'hui milité, ou du moins qu'a fait Samuel Eto'o que forcément ses prédécesseurs n'ont pas eu à faire? Qu'a fait Samuel Eto'o que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire? Pour ma part, je pense déjà que le simple nom Eto'o, l'évocation du nom Eto'o, c'est quelque chose. Eto'o est c'est une icône du football camerounais, c'est une légende africaine. Oui. Eto'o, c'est celui-là qui a été, en fait, il a été plus stratège pour ma part que les autres. Parce que le simple fait je pense que les autres ses prédécesseurs n'ont pas eu cette démarche-là. C'est-à-dire aller vers des personnes qui sont habilitées à annuler une élection, c'est-à-dire l'âge de 2009. Donc il a signé des pactes ou bien des partenariats avec cet âge-là. Donc je pense que c'est ce que les autres n'ont pas pu faire. Donc chacun est venu, il est resté dans sa position. Il y avait pas, sa façon. Voilà, il n'y a pas eu une entente, il n'y a pas eu un semblant de rassemblement. Ce que Eto'o lui a pu faire. Donc je pense que ce que Eto'o a fait plus que les autres, c'est la stratégie. Eto'o a été plus stratège que... Eto'o a été plus stratège. D'aucuns estiment, Loïc, que la simple évocation du nom Eto'o, ça vous ouvre pratiquement toutes les portes. Le carnet d'adresse, vous l'avez forcément à votre faveur. Et l'aura du joueur, la personnalité, les relations, on dit que tout cela également a pesé à la faveur de Samuel Eto'o. Oui, naturellement, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit lorsqu'on s'appelle Samuel Eto'o, lorsqu'on a en face ce type de dossier à gérer et qu'on met le nom Samuel Eto'o au début du dossier. C'est vrai que normalement, ce qui se dit, oui, les choses devaient être facilitées, mais normalement c'est la loi, c'est la loi. On ne va pas dire que Samuel Eto'o n'est pas au-dessus de la loi, Je pense que c'est parce qu'on n'a pas des éléments, on n'a pas plus d'éléments sur la constitution du dossier et tout ce qui a été fait depuis son accession à la tête de la Fédération camerounaise de football. Oui. Mais je pense qu'il a apporté des éléments que ses prédécesseurs n'avaient forcément pas amenés. Et le premier élément pour moi qui est ostentatoire aujourd'hui, c'est la volonté, c'est l'énergie qu'il met dans ce combat. On voit que depuis qu'il est arrivé, il donne tout ce qu'il a, il se donne à fond afin que ses problèmes soient résolus. Maintenant, au niveau de son équipe, au niveau de la constitution, des dossiers, au niveau de la démarche qui a été suivie, oui, nous ne savons pas, moi particulièrement, peut-être vous avez des détails, mais je n'ai pas des détails pour savoir si effectivement, là, à ce niveau, il a apporté des éléments que ses prédécesseurs n'ont pas amenés. Mais de toutes les façons, pour moi, aujourd'hui, ça reste une décision à saluer. Et pour moi, ça reste aussi un signe qui est fort, un symbole, quelque chose qui montre qu'effectivement, il y a un véritable travail qui est en train d'être opéré. Et il arrive, un problème qui a duré plus de 12-13 ans, aujourd'hui, voilà, on parle de ce problème au passé, à l'imparfait même, montre à suffisance que Samuel Eto'o est en train de ternir ses promesses, c'est-à-dire donner le maximum d'énergie, donner tout, afin que les choses reviennent à la normale. Donner tout afin que les choses reviennent à la normale, même si on le sait, les gars, la partie adverse ne désarme pas. Il y a bien sûr Abdourahmane Amadou, le mandataire de certains membres de l'Assemblée générale de 2009 aujourd'hui, qui a donc officiellement décidé d'épuiser tous les moyens de recours. Il menace de saisir le tribunal fédéral suisse pour introduire un recours afin de contester cette décision qui a été prise et rendue publique donc par le tribunal arbitral du sport. Avec cette nouvelle offensive aujourd'hui à Chisak, est-ce qu'il faut s'inquiéter au regard de ce que s'apprête à initier en nouveau Abdourahmane Amadou auprès du tribunal fédéral suisse? Vous savez, M. Abdourahmane, je l'ai considéré pendant longtemps comme en fait le sauveur du football camerounais. Quoi, il a perdu votre estime aujourd'hui? Bon. Du moins, il a perdu votre respect, je ne sais pas trop. Bon, l'estime, oui, parce que je le considère tellement comme le sauveur du football camerounais. Mais si jusqu'aujourd'hui, M. Abdourahmane est toujours dans les combats par rapport au test de l'Africa Foot et consorts, et il est décidé de continuer sa lutte. Je comprends que M. Abdourahmane ne travaille pas vraiment pour le football camerounais comme beaucoup le pensaient. Parce que
même un aveugle se rend compte des réalisations en fait de cette FECAFOOT actuelle. Tout le monde se rend compte. On voit comment est-ce que la FECAFOOT est au taquet, comment ce qui se passe, toutes les réalisations et les résolutions qui sont prises du côté de la FECAFOOT. Donc, je crois que tous les autres membres qui ont ratifié cet accord avec la FECAFOOT ont compris qu'en fait, au niveau de la FECAFOOT, il y avait une personne digne, une personne qui pouvait amener le football camerounais qui pouvait en fait dans une nouvelle dimension. Voilà, qui pouvait permettre au football camerounais de créer des nouvelles pages, en fait, des pages, en fait, des belles pages du football camerounais. Donc, à dire qu'aujourd'hui, Abdourahmane ne laisse pas tomber, ne lâche pas prise, il va aller de l'avant. Parce que là, il veut épuiser tous les moyens de recours. Il menace d'ailleurs de saisir le tribunal fédéral suisse afin de contester cette décision qui a été rendue publique par le TAS. Ça prouve vraiment que... Ça montre qu'on est loin d'être sorti de l'auberge quand même. Oui. Avec Abdourahmane Amadou. Connaissant M. Abdourahmane, on comprend, on sait tout ce que c'est un monsieur qui est teigneux, qui ne lâche pas prise, on sait qu'il va aller au bout. Mais maintenant, il va aller au bout. Quels sont les éléments qu'il aura? Là, on ne sait pas vraiment ce qu'il aura comme élément pour venir se défendre. Mais quand ça le tient, on sait que la FECAFOOT actuelle ne se laisse pas faire. Donc, moi, pour ma part, je reste confiant. Achille préfère rester confiant suite bien sûr à la décision rendue publique par le TAS. Loïc et tout a quand même essayé, ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé avec bien sûr Abdourahmane, parce que je me souviens que lors de cette fameuse réunion organisée entre l'exécutif actuel en place à la Fédération camerounaise de football et les membres de l'Assemblée générale de 2009, Abdourahmane Amadou avait été convié à cette réunion-là. Malheureusement, il n'est pas venu. Eto'o quand même a tenté une certaine médiation pour trouver des pistes de solutions qui permettraient au football camerounais de sortir de ce marasme dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. Mais Abdourahmane Amadou a affiché à chaque fois ses réticences. Et là, il menace clairement de saisir le tribunal fédéral suisse et d'y introduire un nouveau recours. Est-ce qu'il faut s'inquiéter compte tenu d'ailleurs de cette nouvelle menace brandie par Abdourahmane Amadou? S'inquiéter du recours, non. Non, parce que c'est pas tous les procès qui donnent lieu à réparation. Je veux dire, c'est pas parce qu'il porte plainte qu'il aura raison. Qu'il aura effectivement gain de cause. Un procès, c'est un procès. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, ce qui se passe autour. C'est parce que pour faire développer ce football, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde, on a besoin de ces personnes-là qui ont l'expérience, qui ont l'expérience administrative, qui sont capables d'apporter un plus et apporter ce soutien à tous ces membres de la fédération et tous ceux qui sont impliqués dans le développement du football camerounais. Pour moi, ça c'est inquiétant à ce niveau parce que voilà, ça laisse transparaître une certaine un manque de solidarité entre toutes ces parties prenantes, et pour moi ça reste le point noir de cette histoire. Par contre, en ce qui concerne le recours à la justice, c'est un recours et c'est normal. S'il y a des choses sur lesquelles il n'est pas d'accord, oui, il porte recours, mais voyons voir, est-ce qu'il aura des éléments suffisants ou bien pertinents pour obtenir gain de cause? Là, j'en doute. J'en doute vraiment. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que son attitude est-elle bénéfique pour le football camerounais? Est-ce qu'ils sont nombreux dans l'entourage, ou bien tous ceux, ils sont nombreux dans le milieu à penser de la sorte? Ça reste la question. Pour moi, ça reste la plus grosse inquiétude. La plus grosse inquiétude donc qui demeure aujourd'hui suite à cette nouvelle menace donc brandie par Abdourahmane Amadou, le mandataire de l'Assemblée, ou du moins de certains membres de l'Assemblée générale de 2009. Cette assemblée-là aujourd'hui qui, on va le dire, peut-être continue un tout petit peu de ternir l'image du football camerounais pour ce qui est des membres qui ont refusé de rallier la cause de Samuel Eto'o pour se laisser conduire par les démons du passé. En tout cas, on a discuté
qu'on pouvait dire concernant bien sûr cette première thématique. On plante le décor, la deuxième, c'est notre page Mercato. On parle de deux internationaux ivoiriens donc qui se sont engagés avec deux clubs de Ligue 1 française. Il s'agit d'un côté de Eric Bailly, l'ancien joueur de Villarreal, l'ancien joueur de Manchester United, qui est donc à la quête d'une certaine relance, qui a donc officiellement, on va le dire comme ça, paraphé son nouveau contrat avec l'Olympique de Marseille. De l'autre côté, son compatriote Nicolas Pepe fait lui également un comeback en Ligue 1. Il a signé du côté bien sûr de l'OGC Nice. On parle d'un prêt sans option d'achat. Il fait d'ailleurs son comeback. Il a disputé ses premières minutes hier à l'occasion bien sûr de l'un des top matchs de cette 4e journée de Ligue 1 française. Nicolas Pepe donc, qui n'a malheureusement pas pu empêcher la lourde défaite de l'OGC Nice, 0 but contre 3 face à l'Olympique de Marseille. Simple coïncidence, ou alors il s'agit clairement d'un hasard de circonstances, puisque en face c'était le nouveau club également d'Eric Bailly qui était sur la pelouse du côté de l'OGC Nice. On va tout d'abord prendre cet élément réalisé par Begoudi Madone. L'Olympique de Marseille tient son renfort en défense centrale. Le club phocéen a officialisé la signature d'Eric Bailly en prêt avec une option d'achat estimée entre 6 et 10 millions d'euros. Le défenseur international ivoirien, âgé de 28 ans, est arrivé à Marseille pour la traditionnelle visite médicale qu'il a passée avec succès avant de s'engager avec le vice-champion de France. Bailly arrive probablement avec le désir de relancer sa carrière sur la canébière. Après avoir brillé à Villarreal et convaincu Manchester United de débourser 38 millions d'euros pour le recruter en 2016, l'Ivoirien a connu une expérience franchement mitigée avec les Red Devils. Souvent blessé et contraint de subir une opération d'un genou en 2020, il sort d'une saison quasiment blanche avec seulement 7 apparitions, toutes compétitions confondues sous le maillot mancunien, pour un total de 488 minutes de temps de jeu. De son côté, Nice vient d'officialiser le retour de Nicolas Pepe en Ligue 1. L'ancien joueur du LOSC revient en France pour un prêt sans option d'achat. L'Ivoirien ne faisait pas partie des plans de Mikel Arteta avec l'Arsenal et commençait à manquer fortement de temps de jeu. Et pour en profiter pour briller sur la scène européenne avec la qualification du DIM en Ligue Europa Conférence. Après Angers et Lille, l'attaquant va pouvoir relancer sa carrière sous le soleil de la Côte d'Azur, loin de la moiteur de Londres. Alors messieurs, que pensez-vous des choix des deux internationaux ivoiriens? Pourront-ils véritablement se lancer? Place à vos analyses. Mikel Arteta, je t'ai vu sourire, je t'ai vu, je t'ai pas fait en rigoler, Loïc. Alors, Eric Bailly à l'OM, bonne ou mauvaise nouvelle pour le joueur? La parole à qui veut la prendre? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, là, il a parlé des problèmes, des pépins physiques que le joueur a rencontrés en Angleterre. Mais j'aurais aimé qu'elle vienne sur un élément qui est important, c'est le changement d'entraîneur. Le changement d'entraîneur, Eric Ten Hag qui arrive avec un nouveau projet, qui arrive avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Et il a besoin, pour ce fait, d'un effectif quasi différent. Parce qu'on sait que l'ancien entraîneur de Manchester United a dressé une liste de profils qui était important, une liste de joueurs qu'il fallait pour rehausser le niveau de cette équipe de Manchester United. Donc cet entraîneur Eric Ten Hag arrive avec cette liste déjà en main, essaie de modeler un nouvel effectif. Et malheureusement, Eric Bailly, avec tout le talent qu'on lui connaît, n'a pas réussi à donner satisfaction au club de Manchester United. Pas parce qu'il n'a pas la capacité, mais on a vu que physiquement, il n'était pas prêt pour ce niveau. Il a manqué beaucoup de matchs et pourtant, il est très aimé au niveau de Manchester. Il est, voilà, il a beaucoup d'estime auprès des supporters. Il réussit quand même à mettre une partie du public dans sa poche. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'a pas pu
faire partie des plans d'Eric Ten Hag. Il s'en va à l'Olympique de Marseille qui a perdu William Saliba durant le mercato d'été, et on sait à quel point William Saliba a été important pour cet effectif. Il arrive pour combler numériquement un poste qui a besoin, et surtout pour un club qui joue la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Le choix a été vite fait et bien pensé pour Eric Bailly, et j'espère vraiment qu'il va réussir sur les couleurs marseillaises. Alors, on s'interroge sur le choix du joueur entre peut-être sa volonté de se relancer et le fait que le joueur ne se soit véritablement pas imposé du côté de Manchester United. Et il devait faire quoi, à ton avis, Achille? Il devait chercher à véritablement s'imposer à United, ou alors il lui fallait ce nouveau challenge-là pour se relancer? Je pense que Eric Bailly a fait un choix même tardif. Il a fait un choix tardif. Il n'a pas attendu avant de... Évidemment, parce que Eric Bailly n'a jamais fait l'unanimité à United. Il a été sous les ordres de quatre coachs. Ça va Mourinho, le Gunnar Solskjaer, Rangnick et le nouvel Eric Ten Hag. Eric Ten Hag, oui. Bailly n'a jamais fait l'unanimité parmi ces quatre coachs. Oui. Donc, être dans une équipe aussi grande que celle de Manchester, depuis 2016-2022, ça fait 6 ans. 6 ans. Donc, en 6 ans, je ne pense pas que Eric Bailly a joué sous les couleurs de Manchester, au moins apporter les couleurs de Manchester au moins à 100 reprises, je ne pense pas. Donc, pour ma part, ça a été un choix tardif, puisque Eric Bailly aurait pu faire ce choix depuis longtemps, parce que il a toujours été au banc presque toutes les saisons. Au-delà de ses pépins physiques, il n'a jamais été un premier choix à United. Et voici une stat qui illustre merveilleusement bien tes propos, Achille. La saison dernière, par exemple, Eric Bailly, c'est 7 matchs disputés, toutes compétitions confondues avec Manchester United, avec un total bien sûr de 488 minutes de jeu seulement pour le joueur. Voilà, vous voyez, 7 matchs pour une saison. C'est vrai que la saison dernière, il a vraiment eu beaucoup de pépins physiques. Il a vraiment eu beaucoup de pépins physiques, mais Eric Bailly n'était pas le joueur phare de United. Je pense que pour ma part, United était un club plus grand que Eric Bailly. Maintenant, Marseille, venir à Marseille, c'est un bon choix. C'est un bon choix de carrière. Marseille est une équipe qui est en reconstruction, est une équipe ambitieuse et qui joue la Ligue des Champions cette saison. On a vu la dernière fois lors du tirage, on a vu dans quel groupe Marseille. Tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler, justement. Donc, Marseille a déjà, à ce poste de défenseur central, Marseille a un effectif déjà bien fourni. Donc Eric Bailly vient s'ajouter à cet effectif pour amener peut-être le club de l'OM, autant pour moi, vers les sommets. Et justement, c'est pour te relancer, parlant de cet effectif aujourd'hui, pratiquement bourré au niveau de l'axe, on parle quand même des joueurs tels que Chancel Bemba, ou encore Samuel Gigot, Touré Issar, Leonardo Belerdi, ou encore Doué Kalitassar. Est-ce que tu le vois s'imposer au milieu de ces noms quand même qui ne sont pas des moindres quand on parle de l'Olympique de Marseille? Ça fait environ 7 défenseurs centraux. Et on sait tous que au maximum lors d'un match, c'est 3 défenseurs centraux. Donc ça veut dire qu'il y aura vraiment de la concurrence. Donc à Eric Bailly de se mettre à niveau, le niveau qu'on connaît, qui est le sien, le niveau qu'on a vu qu'il affichait à Villarreal, parce qu'à Manchester vraiment on n'a pas vu le Eric Bailly de Villarreal. Donc on espère qu'il va élever le niveau et se mettre de l'avant par rapport à la concurrence, parce que il y a des joueurs qui sont arrivés cette saison tels que Chancel Bemba, Bemba qui est indiscutablement titulaire dans cet axe de Manchester. Donc à Eric Bailly de travailler dur pour faire partie de cet effectif. Eric Bailly qui fait déjà face, à peine arrivé à une concurrence rude. Est-ce qu'il pourrait éventuellement, Loïc, tirer son épingle du jeu quand on sait qu'il y aura pas mal d'autres joueurs? On parle également de Chancel Bemba, Samuel Gigot, Leonardo Belerdi, Doué Kalitassar, même si ce dernier est en instance de départ du côté de l'Olympique de Marseille. Mais est-ce que vous le voyez tirer son épingle du jeu face à ces joueurs-là? Bien sûr, Eric Bailly n'arrive pas à Marseille pour jouer les figurants. Il vient à Marseille pour être titulaire. Hier, il a joué son premier match. Il n'a pas été titulaire, mais il est entré
à quelques minutes de la fin du match. Pour moi, c'est un signe. Ça montre que l'entraîneur compte effectivement sur lui. Dès son arrivée, il a été lancé dans le grand bain, sachant que cet entraîneur-là est réputé pour... Voilà, il y a des joueurs qui n'entrent pas clairement dans leur plan et il n'a pas daigné d'aligner sur le terrain. Par rapport au reste, aux autres défenseurs que vous avez cités, en termes de qualité, Eric Bailly reste quand même au-dessus. Il reste au-dessus et il a un meilleur vécu au niveau professionnel. Il a évolué en Angleterre, dans le club de Manchester United, même si il n'a pas donné satisfaction. Il a été stoppé par des blessures, mais dites-vous qu'il a été ramené à Manchester United par José Mourinho, qui a vu en lui des qualités d'un défenseur. Et avant même de quitter Villarreal, c'était déjà l'une des valeurs sûres du championnat. Il quitte le championnat, je veux dire, très jeune, 23-24 ans, et il va à Manchester United. Donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Eric Bailly n'a certes pas eu la progression qu'on a espéré, mais il a énormément de place à gagner dans cet effectif de Manchester United. Surtout qu'il faut se rappeler, cette année, le calendrier il est différent. Le calendrier il est différent. On a un mondial qui va se jouer en novembre. Même si la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée pour Même si la Côte d'Ivoire n'est pas qualifiée, ce que je veux dire, c'est que voilà, en club, le programme, il sera en quelque peu saturé. Il sera, voilà, les équipes auront besoin des effets, de la profondeur de banc. Donc à un moment donné, chaque effectif... Eric Bailly peut apporter cette profondeur-là. Lui, forcément, il n'est pas... Moi, je ne vois pas un joueur de rotation. Moi, je le vois un joueur titulaire. Mais ce que je veux dire, c'est que actuellement, les équipes auront besoin de tout le monde pour effectuer une grosse saison. Parce que voilà, les calendriers seront serrés. Ils joueront à peu près 3 matchs par semaine. Déjà que la Ligue des Champions se jouera chaque semaine. Parce qu'il faudra vite boucler avant le mois de novembre. Donc, les équipes auront besoin de tout le monde. Ils ont besoin de la profondeur de banc. Ils ont besoin de tout le monde pour effectuer la saison. Donc, je ne pense pas que les places ne seront pas un souci, surtout pour ces clubs qui, en dehors des compétitions nationales, sont voilà, également engagés dans les compétitions européennes. Bien au contraire, cette année est une année particulière aussi en raison du calendrier. Et Eric Bailly a toutes les qualités pour voilà, devenir le patron de cette défense marseillaise. Il a toutes les qualités et c'est pour te relancer justement, Achille, sur la question, puisqu'on le dit, certains se disent que Bailly doit s'estimer heureux parce qu'il quitte un club qui ne sera pas engagé pour la Ligue des Champions, pour un club qui sera engagé pour la Coupe aux grandes oreilles. Bon, estimé heureux, c'est vrai que Marseille n'est pas une moindre équipe. Marseille, c'est une équipe qui a un passé, c'est une équipe qui est prestigieuse. Mais contrairement à Manchester est un cran au-dessus, donc partie de Manchester pour Marseille est qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà, partie de Shakhtar aussi également est qualifié pour la Ligue des Champions. C'est pas pour autant qu'on va dire que Shakhtar est plus prestigieux que Manchester United. Mais maintenant, revenant sur le cas Bailly, c'est partant de match, il serait de bon ton qu'un joueur qui part de Manchester pour l'Olympique de Marseille vienne en tant que titulaire. Maintenant, quel état de forme de Bailly? Il a quasiment passé 6 ans sans trop jouer. Il n'a pas assez de rythme par rapport à sera cette fois épargné par les blessures, voilà, donc autant d'interrogations. Par rapport à un joueur par exemple comme Chancel Mbemba qui a toujours été titulaire pendant Porto. Voilà, toujours été titulaire. Donc c'est un joueur qui a le rythme. Contrairement à un joueur comme vous l'appelez comment là Samuel Gigot qui est là. Voilà, Samuel Gigot Doué Kaletatar qui a montré de très belles choses les saisons dernières précédentes avec Marseille. Qui a eu des saisons pleines. Donc Eric Bailly forcément sera titulaire, mais maintenant, quel sera son état de forme? Ça sera à lui de montrer les corps et de gagner sa place. Ça sera surtout à lui de tout faire, tout donner sur le terrain afin de gagner sa place de titulaire. En tout cas, on suivra de très près la saison de Eric Bailly du côté de l'Olympique de Marseille. On parlait de son compatriote Nicolas Pepe qui, lui, s'est engagé, ou du moins est en prêt officiellement donc du côté de l'OGC Nice. D'ailleurs, hier, il était titulaire, on suivait le match ensemble, Loïc. Il a pris une déculottée pour son grand retour en Ligue 1, 0 but contre 3 justement face à l'Olympique de Marseille. Nicolas Pepe du côté de l'OGC Nice, ça fait quoi de revoir Pepe en Ligue 1 quand on sait surtout qu'on l'a quitté du côté de Lille
tout feu, tout flamme. Oui, ça fait plaisir de voir ce joueur revenir au football. Ça fait plaisir de le voir titulaire parce qu'à Arsenal, ces derniers mois, ça n'a pas été facile. Il y a également un nouveau projet à Arsenal. Il y a eu de nouvelles arrivées. Donc forcément, ça aurait été compliqué pour Nicolas Pepe de se faire une place dans cet effectif actuellement. Il faut noter qu'il a été, c'est un prêt sec, sans option d'achat. Donc Arsenal reste quand même avec le regard rivé sur lui, espère qu'il va réaliser une très bonne saison et enfin revenir gagner cet effectif. Surtout que si on prend les derniers exemples en date, à l'occurrence William Saliba, qui était prêté à Marseille la saison dernière et qui a effectué une très belle saison. Je vois que l'équipe d'Arsenal aujourd'hui a voulu renouveler l'expérience, permettre à leurs pousses, à leurs joueurs sur qui ils peuvent compter, des joueurs talentueux, de gagner en expérience encore et de gagner, je veux dire, d'avoir du temps de jeu dans un autre club afin pour eux de revenir plus fort. Et en plus, c'est un championnat qu'ils connaissent bien. Nicolas Pepe, la Ligue 1, c'est un championnat qu'il a connu avec 2 clubs différents. C'est un championnat qui... Angers et Lille. Angers et Lille, c'est un championnat qui a permis qu'il explose aux yeux du monde. Et aujourd'hui, c'est une décision judicieuse pour Pepe que de rentrer à Nice, qui voilà, a rapatrié leur ancien entraîneur Lucien Favre, qui aussi vient avec un nouveau projet, avec de superbes recrues, en l'occurrence Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel. Donc tout c'est un beau projet qui est en marche. Et il faudra laisser le temps à Lucien Favre, qui est un excellent technicien et qui sait utiliser les talents, pouvoir redonner la confiance de Pepe afin que celui-là redevienne le joueur qu'on a connu en Ligue 1. Qu'est-ce qui manque à Pepe aujourd'hui pour franchir un cap? Achille, on l'avait quitté à Lille avec un titre d'ailleurs de champion de France, avec, je vais le dire comme ça, la casquette d'un futur crack. Mais on s'était dit à l'époque, justement, quand il partait du côté de Londres à Arsenal, qu'il allait franchir un cap sous les couleurs des Gunners, sous les couleurs d'ailleurs d'Arsenal, mais on s'est rendu compte qu'il s'est plutôt illustré par des performances en dents de scie. Qu'est-ce qui manque à ce jeune joueur pour qu'il franchisse un cap? Oui, vous savez, partir d'un club pour un autre, c'est pas toujours aisé. Également, partir d'un championnat pour un autre, c'est une nouvelle culture, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Il y a peut-être le problème d'adaptation, il y a certains qui arrivent dans certaines villes ou bien certains pays qui ne parviennent pas à s'adapter à la culture du pays, à comment ça se passe dans ce pays-là. On sait tous que Nicolas Pepe est parti de la France en étant, je crois, le meilleur joueur du championnat. Donc il a coûté 80 millions d'euros, si je me trompe. Un transfert record d'ailleurs, voilà, on va dire comme ça. 80 millions d'euros. Donc il est parti en tant qu'une star ou bien un joueur confirmé du championnat français. Et tout le monde sait que généralement quand un joueur part du championnat français comme étant en fait un gars qui a fait ses preuves, généralement il s'en sort dans d'autres championnats. Ah bon? Oui, généralement. Généralement, il s'en sort. Non, mais sérieux, généralement il s'en sort. Les cas sont légion. Non, mais les cas qui sont sortis sont légion. Donc généralement il s'en sort dans un autre championnat. Ça arrive à tout le monde, pas seulement en français. Maintenant, Nicolas Pepe, de manière particulière, on ne sait vraiment pas ce qui a gêné Nicolas Pepe en Angleterre. Peut-être la concurrence qui est plus rude dans un club comme Arsenal, contrairement par exemple à Lille qui n'a pas peut-être une certaine profondeur de banc. On a vu quand Nicolas Pepe signe à Arsenal ne comptait pas beaucoup sur des joueurs comme Bukayo Saka. Mais Bukayo Saka, en une saison, s'est révélé comme étant devenant un élément central de cette équipe. Et on sait tous que Bukayo Saka, c'est lui qui a barré la route à Nicolas Pepe à Arsenal. Donc, pour ma part, je pense que ça fera du bien à Nicolas Pepe de revenir en France parce que je crois que Nicolas Pepe a besoin de la confiance. Parce que c'est un joueur très, très, très talentueux. Je me souviens que même en équipe de Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe a perdu sa place, n'était plus titulaire. Mais je l'ai vu à Japoma, lors d'un match, je ne me rappelle plus trop. En fait, un match, c'était contre l'Égypte, je crois. Oui, c'était face à l'Égypte. Un huitième de finale de Coupe d'Afrique des Nations, justement. Il a entré, il a mis de la magie, il a mis de la folie au stade. Même Cameroun, Côte d'Ivoire, Japon, le match qualificatif pour le barrage. Il y avait Nicolas Pepe qui, lorsqu'il a entré, c'était un magicien. Donc je pense que c'est un joueur qui est pétri de talent. Il a besoin peut-être de confiance.
Et je crois qu'il va gagner cette confiance à Nice. Pépé a besoin de confiance. Il a besoin de quoi pour franchir un cap aujourd'hui, Nicolas juste Pépé? pour revenir sur ce que Achille a dit, Nicolas Pépé a eu la confiance d'Arsenal. Hormis la concurrence, il arrive sa première saison, il joue 31 matchs en championnat, il joue 31 matchs sur 38, et sur les 31 matchs, il est titulaire à 22 reprises. Mais sauf que il inscrit 5 buts. Je suis désolé, mais pour un attaquant sur lequel on avait reposé. Voilà, un attaquant sur qui on a déboursé environ 80 millions d'euros. Ça reste un bilan, je vais dire, négatif, n'est pas suffisant. Et en plus, on parle d'Arsenal. On parle d'un des plus grands clubs d'Europe. Un club qui a des ambitions à la hauteur des champions. Et ils ne peuvent pas se permettre de garder un joueur qui produit ce genre de performance. Donc on va parler de concurrence, on va parler de tout. Mais Bukayo Saka a eu son temps de jeu, mais il n'a pas véritablement profité du temps qui lui a été accordé. Il a été tellement critiqué dès son arrivée. Je pense que lorsqu'il arrive, c'est Unai Emery qui est à la tête de cet effectif. Et un effectif qui, Unai Emery est réputé pour donner sa chance aux jeunes. Nicolas Pépé arrive à Arsenal à 23 à 24 ans, à la saison 2019-2020. 2019-2020, il a 23-24 ans, il est à la fleur de l'âge, il a beaucoup de choses à apprendre, il est sous la houlette d'un entraîneur qui donne la possibilité aux jeunes joueurs de s'exprimer. Bukayo Saka à l'époque est utilisé même en tant que latéral gauche, parce que ça fait que 2 saisons qu'il a définitivement été installé aux côtés de l'aile. Donc aujourd'hui, Pépé, pour moi, n'a aucun argument sur le fait de lui à Arsenal. Il a eu sa chance, il n'a malheureusement pas saisi cette chance-là. Qu'est-ce qu'il faut alors à Nicolas Pépé pour qu'il franchisse un cap? Aujourd'hui, il faut de la régularité. Il est attaquant. On attend d'un attaquant qu'il marque des buts, qu'il soit décisif et qu'il soit régulier dans les efforts. Aujourd'hui, Nicolas Pépé ne l'a pas montré à Arsenal et c'est pour ça qu'il a été envoyé en prêt en France afin d'obtenir cette régularité-là et de revenir plus mature. Sauf que ce que Loïc oublie, c'est que à cette époque, quand Nicolas Pépé arrive en Angleterre, en l'occurrence à Arsenal, Arsenal avait tellement de problèmes. Arsenal était un peu comme, était même plus pire que United de l'heure. Arsenal avait de sérieux problèmes. Tous les péchés d'Arsenal, ça ne donnait pas. Arsenal perdait les matchs de manière bizarre. Arsenal, il y avait un problème au niveau du vestiaire, il y avait des problèmes de capitanat, il y avait tout genre de problèmes à Arsenal. Donc, l'arrivée de Nicolas Pépé avait l'étiquette de 80 millions d'euros. Avec la pression de la presse, la pression du public, parce qu'il a coûté 80 millions d'euros. Mais c'est un joueur, c'est ce qu'on attend d'un grand joueur. Il y a eu des joueurs qui ont coûté plus cher, mais qui ont été... Pourquoi un joueur donne la plénitude de son talent? Il faudrait qu'il y ait certaines conditions, que certaines conditions soient... Il a eu le temps. Les conditions n'étaient pas revenues à Arsenal pour qu'il performe. Maintenant, Pépé était un jeune joueur. Certes, il avait 23 ans. Il venait en tant que meilleur... Il a été meilleur joueur championnat français. Il avait 23 ans. Mais... j'ai dit tout à l'heure au début en termes de mon propos qu'il y a certains éléments tels que l'adaptation, la nouvelle culture et qu'on sort la culture tactique, la culture de la vie. 3 saisons. Maintenant, pour certains joueurs, on leur donne la possibilité. Benzema, les débuts de Benzema à Madrid n'ont pas été faciles. Mais on a donné la confiance à Benzema, on l'a gardé Benzema. Non, mais Benzema n'a pas marqué 5 buts lors de sa première saison. Non, mais on a couvé Benzema, on lui a donné confiance. Aujourd'hui, on voit ce que ça peut donner. Monsieur, je pense qu'on va essayer d'avancer, parce que le temps nous tient pratiquement à la gorge. Le débat il est tellement passionnant. Je pense pas qu'on pourrait dire tout ce dont on a véritablement envie sur ce sujet, ou du moins sur cette thématique. Là. On va prendre la troisième et la dernière d'ailleurs de cet après-midi. On parle de la thématique qui nous réunit cet après-midi. On parle surtout de la Coupe aux Grandes Oreilles, la Ligue des Champions, avec la cérémonie de tirage au sort qui a donc définitivement livré son verdict. De très très belles affiches en perspective. On parle du Paris Saint-Germain qui sera donc dans la poule de la Juventus de Turin. On parle entre autres également de l'Olympique de Marseille qui affrontera Tottenham. On parle surtout du Bayern de Munich, d'Elie Maxime Choupo-Moting ou encore de Sadio Mané qui jouera le Barça et l'Inter. Bref, voici l'essentiel à retenir à l'issue donc de cette cérémonie de tirage au sort. Le PSG avec la Juventus, l'OM s'en tire bien, le Barça dans la poule de la mort. 3 mois après la victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions au Stade de France face à Liverpool, le mastodonte espagnol remet son titre en jeu. Et cela a commencé par le tirage au sort de la phase des poules. Toujours en quête de son premier sacre,
Le Paris Saint-Germain est tombé avec la Juventus Turin, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haïfa. De son côté, l'Olympique de Marseille défiera l'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal. Le Bayern de Munich n'a pas eu la même chance. De son côté, le champion d'Allemagne affrontera Inter et Barcelone où évolue désormais Robert Lewandowski, son ancienne star dans un groupe C ultra relevé. Le groupe A avec l'Ajax, Liverpool, Naples et les Rangers devrait aussi être bouillant. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle saison palpitante? Rendez-vous est pris pour le 6 septembre prochain. Merci à vous, Bigoudi, pour cet élément. Le rendez-vous, oui, on l'a noté dans notre agenda, le 6 septembre prochain, à l'occasion d'ailleurs de la première journée, la phase de groupe de la Ligue des Champions, version 2022-2023, la coupe aux grandes oreilles, le Real étant bien sûr le ténon du titre. Le Real donc qui remet officiellement son titre en jeu. On parle, messieurs, rapidement bien sûr de quelques groupes. On va pas tous les évoquer, on va juste peut-être les parcourir. Peut-être d'abord le groupe de la mort à Schilsheim, Bayern de Munich, Barcelone, Inter, Victoria Plzen, le groupe C de cette Ligue des Champions. Messieurs, un point de vue sur ce groupe-là, vous pouvez dégager d'ores et déjà vos deux favoris. Hein. Vous avez les mains libres. Ouais, le groupe de la mort, vraiment, lorsqu'on regarde ce groupe, on se rend compte que, en fait, comme on le dit sur Okaché, il n'y a plus de petites équipes. Parce que voir l'Inter de Milan chapeau 3 lors d'un tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors que l'Inter était deuxième quand même du championnat de Serie A la saison dernière. Voir l'Inter chapeau 3, voir Barcelone chapeau 2, ça prouve vraiment que il y a des choses qui sont en train de changer. Maintenant, on a trois belles équipes. On a une quatrième équipe qui est Plzen, qui va peut-être avoir des matchs de gala dans le stade. Je sais que c'est quoi? Ce seront que les matchs de gala. Oui, Plzen ne peut pas créer la sensation en allant accrocher le Barça, le Bayern ou encore l'Inter. On a trois grandes équipes. Il faut sortir deux des poules. Donc tout peut arriver dans cette poule. Ça veut dire quoi? Il faut enterrer le Victoria Plzen avant même le début de la compétition. Non, pas enterrer au début de la compétition. Celui, ou bien l'équipe qui va faire qui aura une contre-performance contre Victoria Plzen, ça sera très difficile, ça sera très compliqué pour elle. Donc Victoria Plzen, je pense que toutes les autres trois équipes vont prendre Victoria Plzen très au sérieux. Oui. Donc pour ma part, je ne vois pas. En fait, Victoria Plzen n'a aucune chance. Maintenant, concernant Barcelone, Bayern, Inter de Milan, waouh, ça va nous donner des sacrées affiches. La première affiche de ce groupe C, ça sera du côté de l'Alliance Arena, avec bien sûr ce fameux Bayern de Munich, FC Barcelone, le 7 septembre prochain, qui marquera également les retrouvailles entre Robert Lewandowski et son ancien public. Oui, bien sûr, évidemment. Il y a de cela 3 mois, mon favori serait le Bayern. Mais aujourd'hui, compte tenu des effectifs, on a vu le Barcelone qui s'est énormément renforcé cet été. Ouais. Barcelone qui a une équipe vraiment compétitive. Donc la tendance est un peu inversée. Donc on va aller un peu dans du 50-50, soit voire même du 49-51 pour Barcelone dans cette affiche. On suivra cette affiche de près, Loïc. Également un mot, peut-être pas sur l'affiche, ou du moins sur les équipes de ce groupe C, mais surtout sur les équipes du groupe H, le groupe du Paris Saint-Germain, le groupe de la Juventus de Turin, le groupe du Benfica Lisbonne ou encore le groupe du Maccabi Haïfa. Voilà donc le groupe du Paris Saint-Germain. On le sait, les Parisiens toujours à la quête de leur premier sacre dans cette compétition-là. Ce pari-là, tu le vois clairement tirer son épingle du jeu. Clairement, c'est un groupe qui est à la portée du Paris Saint-Germain. On voit qu'il y a Juventus qui sera l'adversaire le plus difficile, le plus coriace. Ensuite, on a Benfica qui a réalisé quand même un bonhomme de parcours l'année dernière durant cette Ligue des Champions. Benfica qui est sorti d'une poule composée du Bayern de Munich et du FC Barcelone. Ça montre que c'est une équipe qui sait jouer les troubles faits. Oui. Ça reste un grand d'Europe, une équipe qui a un grand palmarès sur le plan européen.
Mais c'est vrai que depuis quelques années, l'étau s'est resserré sur une minorité de clubs, notamment dans les 5 grands championnats. Et ça reste compliqué pour cette équipe de Benfica, et comme toute équipe portugaise d'ailleurs, de réaliser, de remporter cette compétition. Mais je vois bien le Paris Saint-Germain profiter de ce groupe. Cette équipe en a la capacité. Aujourd'hui, le PSG est la meilleure équipe du monde à l'heure où on se parle. C'est vrai que c'est encore le début de saison, il ne faudrait pas tirer des conclusions, mais jusqu'ici, ce que nous montre l'équipe parisienne reste quand même du très lourd, du solide, et tout indique que cette équipe pourra très facilement sortir de cette poule. Très facilement sortir de ce groupe H. Est-ce que ça serait également évident et facile pour l'Olympique de Marseille à Chilsac dans le groupe D? Le groupe d'ailleurs de Marseille, du Sporting Portugal, le club portugais, ou encore de Tottenham, Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière. Est-ce que ça sera évident pour Marseille dans ce groupe D? En football, ce n'est pas toujours évident. Il y a les réalités de pronostics et les réalités de terrain, ça sont souvent opposées. Maintenant, lorsqu'on scrute bien ce groupe, on se rend compte que c'est un groupe qui est ouvert. C'est un groupe ouvert. Certes, il y a Francfort qui est le dernier vainqueur de la Coupe de la Ligue Europa. Oui. On a c'est quoi là, Francfort. Oui, Francfort, Tottenham. Ouais. Tottenham qui est, voilà. Tottenham qui est une équipe vraiment solide, qui a été un groupe qui s'est structuré qui a été structuré par Antonio Conte. On sait tout ce qui est Antonio Conte. On sait que c'est pas une équipe qui est facilement jouable. Maintenant, Sporting, c'est comme le disait Loïc, un club portugais, un grand club portugais sur la scène européenne. Donc le Sporting, c'est une équipe qui est toujours présente, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est un groupe vraiment équilibré, c'est un groupe homogène. Maintenant, compte tenu de l'historique de Marseille, on sait tous que Marseille quand même Marseille reste quand même un grand club sur le plan. Marseille peut sortir de ce groupe-là. Marseille peut véritablement aller bousculer Tottenham, aller bousculer Francfort. Oui, on voit clairement que Marseille a fait les efforts de se renforcer pendant la trêve. Marseille a fait les efforts de se renforcer. Donc on voit clairement que Marseille a les ambitions dans cette compétition. Oui. Donc aujourd'hui, ils ont eu la chance de tomber sur un groupe qui est homogène, un groupe qui en fait, il n'y a pas vraiment une équipe qui se détache de l'autre. Donc Marseille gagnerait à mieux s'investir dans cette compétition. Je pense qu'ils vont sortir de ce poule. Notre groupe également, dans le cadre de cette émission, ou du moins pour ce qui concerne d'ailleurs la Ligue des Champions, Loïc, on va dire un mot sur le tenant de titre, le Real de Madrid, qui sera dans le groupe F, avec bien sûr Leipzig, le club allemand, le Shakhtar Donetsk, ou encore le Celtic Glasgow Madrid. Peut nous faire, je ne sais pas trop, le doublé, comme on l'a vécu à une certaine époque avec Zinedine Zidane à la tête d'ailleurs de cet effectif. Comment se trouve le début de saison du Real? Est-ce qu'aujourd'hui l'équipe a de très bonnes prédispositions pour aller chercher d'ailleurs à accrocher une deuxième étoile consécutive? Bien sûr. Déjà que le Real Madrid c'est mon favori. Je sais qu'il y en a beaucoup que ça amuse. Le Real Madrid reste le favori pour moi, l'ultime favori à la victoire finale de cette Ligue des Champions, parce qu'avec ce début de saison, on revoit le même Real Madrid aussi combatif. On a vu par exemple lors de la rencontre d'hier face au Espanyol, une équipe qui vient remporter 3-1 à la 87e minute. Le match, il était à 1-1. Oui. Et puis, cette équipe a trouvé encore les ressources psychologiques pour aller accrocher cette victoire, pour aller arracher ses points. Et c'est une équipe qui marque beaucoup. Karim Benzema est dans la continuité de ce qu'il a fait la saison dernière et la saison d'avant. Vinicius Junior, qui confirme à chaque match les espoirs qui ont été placés en lui. Aurélien Tchouaméni, qui s'est définitivement installé au milieu de terrain de cette équipe. Kamavinga, qui fait une entrée payante, sans parler de Rodrigo, exactement. On voit la défense Rudiger qui commence petit à petit à s'installer dans cette défense. On voit que c'est une équipe qui démontre toujours cette force de caractère. Et avec cette force de caractère, on sait comment les matchs se sont terminés en Ligue des Champions la saison dernière. Si elle continue à mettre ces ingrédients durant les matchs, je ne vois pas une équipe stopper ce Real Madrid. Maintenant, ça va rester compliqué parce que c'est vrai que c'est le Real Madrid, c'est vrai que c'est une équipe qui est habituée
à gagner, à remporter, mais par rapport à l'année dernière, il n'y aura plus cet effet de surprise. Oui. Les équipes, je pense qu'aujourd'hui, sont plus préparées, sont mieux armées pour contrer au moins sur le plan psychologique. Elles savent gérer leur temps faible et contenir les temps forts du Real Madrid. Et je pense que ce sera là la clé. Sinon, honnêtement, aujourd'hui, quand je regarde cette poule, Leipzig, qui est une superbe équipe, qui en est à sa 3e, 4e participation d'affilée à une Ligue des Champions, ce qui reste quand même honorable pour un club qui a été promu, pour un club qui a été même créé il y a quelques années. Il y a le Shakhtar Donetsk qui, bon, c'est un habitué, c'est un client habituel de la Ligue des Champions. Il y a le Celtic qui, voilà, ça fait plaisir et que ça fait 2 équipes écossaises pour cette Ligue des Champions avec le Rangers. Ça va rester un groupe intéressant à voir, mais je pense qu'aujourd'hui le Real a toutes les cartes en main pour sortir de cette poule. Ouais, le Real a donc toutes les cartes en main pour sortir de cette poule. Il n'y a pas d'effet surprise avec le Real. Le Real n'a pas de limite. Donc on a dit que l'année dernière il y avait les effets de surprise. C'est vrai que le Real n'a pas de limite. Le Real on peut dire que le Real ne peut jamais doubler. On a dit on est le double par la nouvelle version de la Ligue des Champions. Le Real a triplé. D'abord, le Real, il n'y a pas de limite. Non, on est d'accord. Le Real est le favori numéro 1 de cette compétition, c'est indéniable. De toutes les façons, on suivra cela de très près dans ce groupe F, le groupe du Real de Madrid, le groupe de Leipzig, le groupe du Shakhtar Donetsk et bien sûr le groupe du Celtic Glasgow. Voici donc la composition on va le dire complète de cette phase de groupe. Le groupe A, le groupe de l'Ajax d'Amsterdam, le groupe de Liverpool, le groupe de Naples, le groupe des Rangers qui font également leur grand retour. Groupe B, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen ou encore le Club Brugge. Groupe C, on l'a évoqué tout à l'heure, le groupe du Barça, le groupe du Bayern de Munich, le groupe de l'Inter, le groupe du Victoria Plzen, le groupe D, le groupe de Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, Marseille, groupe E, le groupe du Milan AC, de Chelsea, de Salzbourg ou encore le Dynamo Zagreb. Groupe F, le groupe du Real de Madrid, le groupe de Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow. Groupe G, Manchester City, Séville, Dortmund ou encore Copenhague. Groupe H, le groupe du Paris Saint-Germain, la Juventus de Turin, le Benfica Lisbonne ou encore le Maccabi Haïfa. Peut-être revenir rapidement sur le groupe G, le groupe de Manchester City, du Borussia Dortmund. Les retrouvailles également à ce niveau entre Erling Haaland et son ancien public du Signal Iduna Park du côté de Dortmund. Lui qui sera donc officiellement de retour à Dortmund. On imagine bien l'accueil que les supporters vont donc d'ailleurs réserver à Erling Haaland, désormais joueur de Manchester City. Messieurs, ce n'est pas terminé, du moins pour ceux qui nous suivront désormais en direct à la télévision, parce que là, il y a bien sûr ce nouveau format qui nous impose un mini-doc, un documentaire, oui, prolongation football doc, avec bien sûr une édition de Ligue des Champions qui a marqué les esprits. Nous sommes en 2010, le vainqueur de la compétition, rapidement. Inter de Milan. Inter de Milan. À l'époque, l'Inter, dirigé donc par un certain José Mourinho, avait créé la sensation en dominant l'Europe tout entière. On se souvient de cette année, on se souvient surtout de ce secteur offensif bien garni, conduit par un certain Samuel Eto'o, aux côtés bien sûr de l'Argentin Diego Milito. Super les gars, vous avez la mémoire fraîche. On se souvient également de ce parcours historique donc de l'Inter qui a réussi à sortir le Barça en demi-finale. Cette victoire au match aller, 3-1 du côté de Giuseppe Meazza, avant un match retour épique du côté bien sûr du Camp Nou, et ce but de Gérard Piqué qui n'a malheureusement pas suffi pour le bonheur des Blaugrana. L'Inter se qualifiait donc au passage pour la finale de la Ligue des Champions, et sur son chemin du côté de Santiago Bernabéu, c'était donc dressé un certain Bayern de Munich conduit à cette époque par Arjen Robben. Le Bayern malheureusement a subi la loi du club italien, la loi surtout du tacticien José Mourinho qui, via une stratégie bien huilé, bien orchestré, donc réussi à permettre à l'Inter de devenir le champion d'Europe de cette année 2010 là. Un très très bon collectif, quelques joueurs, peut-être 4 joueurs de cet effectif de 2010 du côté Inter. Schneider, ouais, Schneider, Esteban Cambiasso, Wesley Schneider, Walter Samuel, Javier Materazzi, Maicon le Brésilien. On peut donner le 11. Loïc, c'est une équipe de l'époque. De l'Inter, au goal, on avait Julio César. Le Brésilien, logiquement. On avait Lucio.
on avait Materazzi, latéral gauche. C'est vrai que je m'en souviens pas. Zanetti. Non, Zanetti était en latéral. Mais comme latéral, Zanetti gauche. Oui. Au milieu de terrain, on avait Wesley Schneider, Cambiasso. On avait Esteban Cambiasso, on avait comment il s'appelle, Dejan Stankovic. Oui, Dejan Stankovic, le Serbe. On avait en attaque Samuel Eto'o, Milito. Je crois que c'était les deux attaquants, ils jouaient en 4-4-2. Oui, bien sûr. 4-4-2. Ça veut dire qu'il y a un joueur qui... Il y a Balotelli qui permettait... Balotelli n'était pas titulaire. Balotelli n'était pas titulaire. Finale. Ça m'échappe. Non, en fait, latéral gauche c'était Chivou et Zanetti jouait au milieu de terrain avec Cambiasso. Oui, au milieu de terrain avec Cambiasso et puis Schneider était le numéro 10 derrière les deux attaquants et Milito. Voilà le 11 entrant, messieurs. Le 11 entrant de cette année 2010, le sacre de l'Inter. Merci à toi, Loïc, d'être passé par ici. Merci Baudelaire, et c'était un agréable moment. Merci Achille. Merci Baudelaire. Merci également à vous, pour vous qui nous avez suivis bien sûr sur Facebook ou encore YouTube. Pour nos téléspectateurs, restez suivre cette aventure merveilleuse de l'Inter. C'était en 2010, le sacre de l'Inter sous les ordres d'un certain José Mourinho.